Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact, votre émission quotidienne dédiée à l'économie durable et responsable sur Bismart. Et j'ai le plaisir de retrouver sur ce plateau Émilie Kovacs. Bonjour Émilie. Bonjour Aurélie. Fondatrice et rédactrice en chef d'Ecopo qui vous accompagne dans cette émission tous les jours. Aujourd'hui, Émilie, nous allons recevoir Amandine de Souza. C'est la directrice du BHV, le BHV qui rejoint le mouvement Go for Good en faveur d'un commerce plus responsable. Notre débat du jour, comment bâtir une société compatible avec les limites de la planète. On en parlera avec deux invités. Et puis on terminera avec une rencontre avec Inès Leonarduzzi, c'est la CEO de Digital for the Planet et elle sera sur le plateau de Smart Impact. C'est parti. Et pour commencer cette émission, nous sommes en compagnie d'Amandine de Souza. Bonjour. Bonjour. Vous êtes donc directrice du BHV, groupe Galeries Lafayette, et vous venez de rejoindre en fait le mouvement Go for Good en faveur d'un commerce plus responsable. C'est un mouvement qui a été initié il y a 2 ans par les Galeries Lafayette. Donc justement, quelle est l'origine de ce mouvement et dans quelle mesure est-ce qu'il s'inscrit plus largement dans la stratégie de votre groupe ? Je pense que ça fait quelques années que les consommateurs et les entreprises se posent la question de comment on réconcilie l'économie et l'écologie, comment on réconcilie pour nous, groupe Galeries Lafayette et le BHV qui appartient à cette belle entreprise, le commerce et la responsabilité. Et on a eu une démarche en fait en fin 2018, on s'est dit de façon assez humble comment accompagner les clients qui passent nos portes, qui ont envie d'avoir une consommation plus responsable, mais qui ne savent pas forcément comment trouver les produits pour avoir le moins d'impact négatif sur la planète. Donc on a défini un label, Go for Good, qui en fonction de, on va dire, 3 piliers, c'est comment on a moins d'impact sur la planète environnementale, comment on développe le côté social et comment on favorise la production locale. Et donc, en fonction des catégories de produits, on va avoir des critères très précis qui définissent si le produit est Go for Good ou pas. Donc, les critères vont être très différents. Sur la beauté, par exemple, le Made in France, ça ne va pas tant être le sujet, parce que beaucoup de produits de beauté sont fabriqués en France. Ouais. C'est plutôt le travail autour des packaging, autour des matières premières qui sont utilisées. Alors que sur le linge de maison, ça va être les matières premières, mais aussi la façon dont c'est produit. Ecotex, par exemple, est-ce que c'est produit en France ? Parce que c'est plus difficile de produire en France ces produits-là. Et donc, on va identifier au sein de notre offre tous les produits. Donc, c'est vraiment un travail de fourmi en fonction des différents critères d'identifier ces produits-là pour aider le consommateur et lui dire si vous prenez ces produits-là, vous avez une démarche un peu plus responsable dans votre façon de consommer. Vous avez une garantie. Mais alors, il y a plein de labels qui existent. Pourquoi créer votre propre label, justement ? Quelle est la différence et pourquoi cette démarche-là ? En fait, il y a plein de labels qui existent sur des environnements très restreints finalement. Et donc la démarche là, elle est vraiment globale. On est un grand magasin, on vend toutes les typologies de produits, de l'alimentaire, du non-alimentaire. Et on s'appuie sur des choses qui sont existantes. Je parlais tout à l'heure d'Ecotex, donc évidemment on va s'appuyer aussi sur des labels qui existent déjà. Des organismes indépendants qui vont pouvoir crédibiliser un peu tous les critères, d'accord. Mais la volonté de notre démarche, c'était qu'elle soit globale et qu'elle embrasse tous les produits qu'on vend dans un grand magasin. Donc c'est pour ça qu'on a rassemblé nos critères avec une démarche extrêmement ambitieuse, parce que c'est vrai que par exemple sur le Made in France, on veut s'assurer que plus de 5% de la valeur produite par ce qu'on vend est faite en France. Donc mais c'est vérifiable ça, parce que c'est quand même extrêmement compliqué parfois. Alors, ça a été une grande démarche déjà en amont du lancement en fin 2018 côté Galeries Lafayette et en ce moment au BHV, d'embarquer les fournisseurs pour leur dire voilà comment nous on voit les choses. On a beaucoup échangé avec des organismes externes, avec les fournisseurs aussi, pour s'assurer que c'était compréhensible. Et puis aussi de savoir dans un temps 2 comment le client allait percevoir ça et comment il faut embarquer aussi dans les clients. Mais déjà les fournisseurs, ils ont été très sensibles à la démarche. Certains étaient déjà à fond là-dessus, produisaient des produits déjà responsables et donc était Go for Good pour nous, et certains autres pas du tout, mais quand on s'est dit on va faire un truc
massif, avec une vraie communication autour et vraiment avec la volonté de changer les choses avec un impact positif, des marques qui ne faisaient pas de produits good se sont mis à lancer des produits good spécifiquement pour nous au départ. Et puis maintenant, c'est devenu un peu plus normal qu'ils aient ces produits-là dans leur collection. Ça vous a permis de garder complètement tous vos fournisseurs, ou il y en a certains que vous avez écartés? Votre direction achat, elle a dû modifier son sourcing à un moment ou... L'ambition, elle est plutôt sur l'avenir. En fait, on a la volonté d'ici 2024 de vendre 25% de notre chiffre d'affaires avec des produits Go for Good et de ne référencer à terme que des marques et des partenaires qui soient capables de fournir des produits Go for Good. Alors, dans un partenaire, il n'a pas forcément 100% de son offre qui l'est. Mais progressivement, en fait, certains oui et certains sont en démarche de progrès, mais c'est une démarche de progrès collective. Nous, on ne dit pas qu'on a la bonne parole, on ne dit pas qu'on est parfait, loin de là, mais on voulait vraiment accompagner et les marques et les clients de se dire, voilà comment on essaye de se repérer dans ce monde où c'est pas forcément évident quand on a envie de faire les choses bien. Justement, alors comment vous avez mobilisé votre direction achat sur ces questions-là pour aller dans ce sens ? Ça a été assez naturel parce qu'il faut dire que cette volonté de réconcilier les choses et d'avoir un impact positif, elle est déjà chez nos collaborateurs. Ils sont très sensibles. Si je parle du BHV, c'est vrai que ça fait déjà quelques années qu'on a, au-delà de l'offre, en fait, une démarche responsable. On a, par exemple, signé la charte Paris Action Climat en 2014 aux côtés de la mairie de Paris pour se dire comment on va vers une neutralité carbone, comment on a moins d'impact sur l'environnement. On a développé, du coup, du transport au gaz naturel de ville. Des initiatives comme ça, on en a plein dans l'entreprise et les collaborateurs sont très moteurs et force de proposition. Donc, quand on a expliqué ça aux acheteurs, pour beaucoup, ça leur parlait. Ils avaient déjà eux-mêmes d'ailleurs repéré plein de marques et puis on a été facilité aussi parce que les marques se sont mises dans cette mouvance-là et donc il y a de plus en plus de marques, notamment des jeunes marques qui sont déjà 100% Go for Good parce que c'est dans leur ADN. Dès la création, elles se sont construites comme ça. C'était une démarche plus d'accompagnement pour les entreprises parfois un peu plus vieilles mais qui savent de toute façon et elles aussi, elles ont envie de changer et donc nous ont suivis dans la démarche. Et côté consommateur, comment ça se passe? Parce que souvent, on sait que quand il y a des produits made in France, parfois c'est quand même plus cher. Il y a une incidence sur les prix. Vous avez relevé une évolution? Ça peut avoir une incidence sur les prix, il ne faut pas se mentir. La seule chose, c'est que ce sont des produits qui sont aussi plus durables et qui ont Nous, ce qu'on défend, c'est aussi la qualité. C'est-à-dire que quand on va vendre une poêle Go for Good, elle va coûter plus cher, mais ensuite on va pouvoir venir la faire réparer. Il y a une garantie à vie pour certaines marques. Donc en fait, c'est vrai que l'achat au départ, il est peut-être un peu plus conséquent, mais le produit, vous le gardez à vie. Vos enfants peut-être utiliseront les mêmes poêles que vous. Donc c'est juste qu'il faut l'expliquer en fait. C'est dans la valeur ajoutée totale du produit et je pense que c'est de mieux en mieux compris. On voit sur l'alimentaire, il y a de l'avance là-dessus puisque le bio, ça fait des années qu'il est déjà bien implanté et sur la partie non alimentaire, sur la mode, sur la maison, c'est une démarche qui est vraiment en train d'exploser. Donc ça ne concerne pas uniquement une élite, pour vous ça concerne vraiment, c'est un mouvement de fond qui concerne l'ensemble des consommateurs? Oui, ça concerne tout le monde puisqu'on a des marques les plus accessibles aux plus haut de gamme qui sont dans cette démarche-là. Si vous regardez, nous, notre marque propre aux Galeries Lafayette BHV, sur la maison, par exemple, la marque Absolument Maison, sur certaines catégories, elle est déjà 100% Go for Good, alors que c'est notre entrée de prix dans les catégories. Donc, on trouve des produits très accessibles qui sont plus responsables. Justement, quels sont les retours là, de vos consommateurs que vous avez? Qu'est-ce qu'ils vous disent depuis que vous avez lancé ça? Alors, on a lancé cette opération depuis la fin août au BHV, donc Home Good Home. Pardon. On s'est dit qu'après Home Sweet Home du confinement, ça tombait bien. Il y avait une vraie volonté en plus des consommateurs. Le marché de la maison fonctionne très bien, de s'équiper, de réajuster Merci des le confinement choses. sur le marché de la maison, non? Alors, ça marchait déjà bien avant. C'est vrai qu'il y a eu une accélération pendant le confinement. Je vous parlais des poêles, on en a vendu beaucoup après le confinement, mais aussi sur la décoration.
Et on a donc cette opération où on met en lumière de nombreuses marques. On a plus de 400 marques avec des produits Go for Good. Et il y a un super retour des clients qui sont déjà très attentifs à la démarche de comprendre. Et puis on sent qu'ils sont moteurs pour vraiment changer la façon dont ils consomment. Ils se posent des questions, ils interrogent beaucoup les vendeurs en magasin. Et après, c'est de comprendre pourquoi ce produit, il est Go for Good, parce qu'il va être produit en France, parce que c'est du coton bio, parce qu'il est en lin. Oui, justement, on pourrait avoir des exemples concrets de produits Go for Good qu'on peut trouver au BHV. Alors, dans l'opération, on a un partenaire qui est la Confédération européenne du lin et du chanvre. C'est tous les produits, par exemple, en lin. C'est une matière qui est produite essentiellement en Europe et beaucoup en France et qui est très peu consommatrice d'eau pour pousser. Donc c'est une matière qu'on aime beaucoup, qui est en plus assez à la mode en ce moment, donc, aussi bien d'ailleurs sur la partie prêt-à-porter que maison. Donc ça peut être sur de la matière, des produits en lin, donc des thés d'oreiller, du linge de lit en lin. Ça va être la façon dont c'est produit. Donc, je parlais d'écotex, donc c'est le traitement du coton ensuite qui est utilisant le moins de ressources naturelles ou pas naturelles possibles. Ça va être aussi des entreprises qui ont un développement social, donc qui vont reverser un pourcentage de leur chiffre d'affaires pour des associations. Ou des entreprises qui produisent en France. Donc ça va être par exemple des baskets qui sont faites en France. Voilà, on a vraiment Il y a des beaucoup de critères qui plaisent plus que d'autres à vos consommateurs. Il y a des choses sur lesquelles ils sont plus attentifs que d'autres. Alors, là, on a une vraie tendance sur le Made in France. C'est vrai qu'ils sont très très sensibles à ça. Donc au sein de notre démarche, on essaye de mettre la lumière quand ça correspond à un critère Go for Good sur tout ce qui est production locale. On sent qu'ils ont envie d'aider aussi la production française et les initiatives, les créateurs français à se développer et ils sont sensibles à consommer très localement, le plus proche d'eux. Il y a une initiative par exemple qu'on a menée avec les ateliers de Paris où on met en lumière des créateurs qui fabriquent à Paris. C'est vrai qu'on ne le sait pas forcément, mais il y a beaucoup d'usines ou de créations dans Paris. Et donc, on met la lumière aussi sur ces produits-là et les Parisiens sont très sensibles au fait que c'est produit dans leur ville. Un mot juste peut-être de la fréquentation du BHV. On sait que le retail, c'est compliqué depuis le confinement. Comment est-ce que ça progresse chez vous? Il y a un retour des gens en boutique quand même ou pas? Alors, quand on a réouvert nos portes le 11 mai, on ne savait pas à quoi s'attendre. On a plutôt été agréablement surpris de la fréquentation, surtout sur les secteurs pour le BHV du bricolage, de la maison, des loisirs. Donc ça a bien marché. Là, on s'aperçoit en fait qu'on est à peu près à un plateau. Donc on a une baisse de trafic aux alentours de moins 20 à moins 25% semaine après semaine. Qui est compensée, c'est quand même la bonne nouvelle, par des clients qui, quand ils viennent, ils ont un peu plus préparé leurs achats, ils ont plus une liste de courses et donc on a un meilleur taux de transformation et un panier moyen plus élevé. Ça ne compense pas complètement le chiffre d'affaires non plus, il faut se dire les choses, mais on est quand même relativement préservé par rapport à d'autres commerces. Merci beaucoup Amandine de Souza, directrice du BHV, d'être venue nous voir sur le plateau de Smart Impact. Merci beaucoup. Comment bâtir une société compatible avec les limites de la planète? Vaste sujet, c'est le thème de notre débat du jour. Pour en parler, deux invités. Jérôme Cohen, fondateur et président de Engage, Bonjour. Organisation qui fédère les acteurs du changement. On va voir ça, qui est déjà venu. On est ravis de vous avoir encore. Bonjour. Moi aussi, ravi. Et Jean Adjens, Oui. est-ce que je l'ai bien prononcé? C'est parfait. C'est parfait. Lauréat 2020 du prix du livre environnement de la Fondation Veolia. Félicitations. Merci. C'est un prix qui vous a été remis le 12 septembre dernier pour votre livre paru aux éditions Rue de l'Échiquier qui s'intitule, vous pouvez montrer d'ailleurs, vous l'avez ici, Comment l'écologie réinvente la politique pour une économie des satisfactions. Tout un programme. Alors, de quoi ça parle? Qu'est-ce que l'économie des satisfactions? L'économie des satisfactions, ça part du constat que notre modèle actuel qui est fondé sur la consommation est
va être un jour peu compatible avec les ressources de la planète. Donc il faut trouver peut-être d'autres satisfactions que celles qui sont liées à la consommation pour relancer d'autres systèmes politiques ou économiques. Comme quoi, du coup? Par exemple, si vous prenez votre vie personnelle, vous pouvez vous apercevoir que vos satisfactions viennent à la fois, bien sûr, de ce que vous consommez, l'accès au plaisir, au confort, mais aussi vos satisfactions professionnelles. Vous faites un très beau métier et je pense qu'il vous procure plein de satisfactions. Aussi du capital matériel ou intellectuel que vous allez accumuler ou transmettre à différentes personnes. Et puis aussi de votre intégration dans un système d'autorité, votre affirmation de votre liberté. Et puis enfin, un sentiment d'accord avec soi-même qui fait que votre statut de consommateur, de producteur, de détenteur d'un capital et de personne responsable, tout ça va se mettre en accord avec soi-même. Et ça, c'est ça le fondement d'un système de satisfaction. Ça a été théorisé depuis 2500 ans par des philosophes, des penseurs politiques, mais c'était un peu oublié parce que l'économie s'est intéressée finalement qu'à un seul indicateur qui est la consommation, qui est mesurable par le PIB, le pouvoir d'achat. Donc aujourd'hui, il faut qu'on revienne à une approche politique qui prenne en compte toutes ces sources de satisfaction, puisqu'on sait que la seule consommation ne pourra pas répondre aux attentes des gens et qu'elle sera obligée à un moment donné de se transformer ou de se plafonner. Jérôme Cohen, je vous vois acquiescer depuis un moment. Je suis complètement d'accord avec tout ce qu'il dit. Alors, ça veut dire qu'il faut aller plus loin dans le calcul de la croissance, il faut intégrer d'autres paramètres pour qu'on sorte du PIB, c'est ça? Absolument. Enfin, qu'on en sorte, en tout cas, qu'on ne se limite pas au PIB. L'idée, c'est qu'évidemment, on a bâti un système économique qui a provoqué certains désastres écologiques notamment, et qui, finalement, aussi, la richesse produite est captée par 50%, par 1% des habitants de la planète. Donc on sent bien qu'il y a un modèle qui n'est pas durable. Donc comment, effectivement, on réinvente un nouveau système économique qui n'est plus que fondé sur la simple question du PIB, mais qui intègre des externalités, tout ce qui est produit. Et en fait, finalement, comment on arrive à créer une économie plus juste et plus sûre, mieux répartie. Et j'aimerais montrer un petit schéma, si vous voulez bien, qui est la théorie du donut, je vais bien le prononcer, de Keith Raworth, et qui dit simplement qu'il faut réussir à ce que, ici, vous avez les besoins minimes, vitaux, qu'il faut que 7 ou 8 milliards des habitants de la planète aient accès. Donc ça veut dire la nutrition, la santé, etc. Et de l'autre côté, c'est les limites planétaires. Ici, vous avez les 9 limites planétaires que sont la biodiversité, l'écologie, l'environnement, la pollution. Donc comment arriver à faire que ces 7 milliards se répartissent le plus justement, le plus équitablement, cette création de richesse, sans dépasser les limites planétaires. Alors ça paraît un peu, théorique comme ça, mais enfin, la ville d'Amsterdam a décidé de suivre cette théorie pour essayer en 2050 de devenir une ville totalement circulaire qui a pour ambition de limiter de 50% l'utilisation de matières premières. Donc sur un plan économique, on voit bien ce qu'il y a à faire, et la réforme, je vais dire presque idéologique, pour dépasser les dogmes actuels. Mais en fait, dans la question que vous posez, je pense qu'il y a aussi une question fondamentale, ou une dimension fondamentale, qui est la dimension sociétale, que vous avez évoquée aussi, ou sociale. Comment on arrive à réinventer une autre façon de vivre ensemble, en quelque sorte. Comment on arrive à réinventer un nouveau modèle de relation, de ma relation à moi, à l'autre, et au vivant et au monde. Alors ça prend différents noms. Ça peut être, c'est ce que dit Philippe Lukács, mon ami, sur la question de la relation, de l'alliance avec l'autre. C'est ce que dit Helmut Rosa avec la question de la résonance. En fait, c'est comment on se met en résonance avec l'autre, comment on se met en résonance avec le vivant, et comment on passe finalement d'une société de l'amoncellement à une société de la qualité, dans la consommation, comme vous l'avez dit, et dans la relation à l'autre. Et c'est tout ça qu'il faut faire évoluer, et je pense qu'on n'a pas beaucoup de temps. Effectivement, Jérôme, mais tout ça, c'est très théorique, on pourrait se dire, alors que vous avez, vous, par exemple, dans votre livre, des réponses très concrètes. Oui, effectivement, si on veut encourager, je crois qu'il faut travailler sur les 5 pôles que je vous ai dit. Donc, consommation, production, capital et système d'autorité. Alors, sur la consommation, on voit déjà qu'il y a un écolo-consumériste qui commence à mettre en place, mais pour l'instant, il n'est pas du tout théorisé par les politiques, il n'est pas du tout accompagné fiscalement. On a un impôt qui s'appelle la TVA, qui constitue l'essentiel des ressources de l'État. Aujourd'hui, il n'est absolument pas utilisé comme un outil
pour faire évoluer les modes de Alors, consommation. qu'est-ce On que pourrait proposez, baisser ouais. la TVA sur certains produits qui sont plus Exactement. durables. Par exemple, C'est ça on l'idée. pourrait avoir une TVA 0 sur les produits bio. Enfin, je ne veux pas rentrer dans le détail. Ouais. Mais deuxième chose, c'est sur le travail, sur la production. Je crois qu'aujourd'hui, on ne s'est pas assez intéressé à la valorisation des métiers du travail. On voit bien qu'actuellement, il y a plein de gens qui changent de vie parce qu'ils veulent changer de métier. Ils sont prêts, alors qu'ils étaient cadres dans une multinationale, à être boulanger bio dans un petit bled de province, mais parce qu'ils s'accomplissent mieux dans ce nouveau schéma que dans l'ancien. Et là, il y a aujourd'hui des obstacles également fiscaux à la valorisation du métier. Si vous faites retapisser un fauteuil par un tapissier, 70% du coût, ce sont des taxes. Taxes sur les salaires du tapissier, TVA sur le truc. Donc effectivement, il ne peut pas lutter contre un meuble-Icare. Donc il y a toute une réflexion à faire sur la revalorisation des métiers dans nos sociétés. On a bien vu quand, par exemple, quand Notre-Dame a brûlé, on a compté qu'il y avait 300 personnes qui étaient capables de refaire la charpente, et pas un de plus. Et dans le monde, c'était 300 personnes, elles étaient en France. En plus, il n'y en a pas une seule dans les autres pays du monde. Donc il y a là tout un travail. Si je prends la question du capital, on voit qu'il faut aujourd'hui, dans le système financier, tous les capitaux qui sont naturels, techniques, immobiliers, ils sont confondus, on peut tout acheter. Trump a proposé d'acheter le Groenland, il trouvait ça normal, mais ça nous a fait un peu rire, mais il y a plein de gens qui achètent des pans entiers de villes. BlackRock a acheté 20 000 logements à Berlin. Donc aujourd'hui, il y a un certain nombre de pays, y compris libéraux, comme Singapour, qui n'est pas non plus qui est pas une patrie gauchiste, qui a dit le sol, c'est fini, on ne l'achète plus. C'est l'État qui contrôle, c'est plus une marchandise. Les biens communs, en fait. C'est un bien commun. Donc on voit bien qu'il y a une question de différenciation des capitaux qui est en train de se mettre en place. Et également, une autre idée, c'est le circuit court capitalistique qui est pratiqué au Danemark. Aujourd'hui, les sociétés danoises qui exploitent les énergies renouvelables ont l'obligation d'ouvrir 20% de leur capital aux citoyens de la ville. Donc ils deviennent leurs économies, au lieu de partir dans des circuits financiers, on ne sait pas où ils vont et qui atterrivent d'ailleurs chez BlackRock, ils vont directement dans les transitions énergétiques locales. Voilà 3 exemples. Sur les systèmes d'autorité, je crois qu'aujourd'hui, on est en train de redécouvrir que des systèmes, des échelons intermédiaires comme les collectivités locales ou les PME ont une part, et c'est ce que fait ce travail absolument, dans l'évaluation du système. Donc il y a plein de choses à faire. Hein. Je n'ai pas le temps de toutes les énumérer, mais on est sur du concret. Hein. Jérôme, quand même, vous rapidement, avec Engage, vous accompagnez les entreprises. Oui. Comment vous faites concrètement? Vous leur mettez des objectifs? Ça fait partie, en fait. Ce qu'on fait avec les entreprises, c'est d'abord... En fait, c'est un chemin, c'est un parcours, en fait, qui commence par la prise de conscience. Je pense que tout ce changement nécessite une connaissance profonde de ces enjeux et non superficielle. Donc ça passe par une prise de conscience, ensuite par des formations, et ensuite par ce qu'on appelle des défis, c'est-à-dire qu'on propose un accompagnement qui dure 1 an, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais qui va de la prise de conscience, de la connaissance, jusqu'à l'émergence de projets concrets à l'intérieur des entreprises, qui sont au cœur de leur business model et qui permettent une transformation de cœur, de ce qui est leur activité profonde. Et en fait, ça travaille, ce que vous disiez tout à l'heure, de la réconciliation finalement du citoyen et du salarié. Parce que beaucoup de salariés d'entreprise sont pris au piège en fait, d'un système ou de dogme auquel ils ne croient plus. Et c'est compliqué de faire changer les choses. Donc il faut les accompagner, et il faut que le salarié se réveille en tant que citoyen, mais le salarié c'est aussi les instances de gouvernance et les salariés, pour que finalement... Comme l'économie, en fait, les entreprises aussi basculent, c'est une sorte de danse, vers un modèle qui soit définitivement plus durable. Mais en fait, fondamentalement, je crois que pour que ça fonctionne, il faut inventer un récit porteur. Il faut que tout ça, qu'on aille vers une sorte de frugalité joyeuse et partagée, parce que sinon, on va arriver vers une décroissance abrupte, brutale, non désirée, qui pourra amener que de la violence. Donc c'est aujourd'hui, finalement, qu'il faut amener subtilement une prise de conscience qui a, je pense, déjà eu lieu, mais une connaissance qui permette le passage à l'action. C'est ça qu'on essaie de faire, mais ce que vous faites aussi par votre livre. Et puis surtout, faire travailler tout le monde ensemble. Arrêtons d'opposer les acteurs économiques, les politiques, les agents du territoire, les citoyens, etc. Non, c'est tous ensemble qu'on va trouver des relations intelligentes, parce qu'elles sont fines et elles sont très territorialisées aussi. Super, merci beaucoup. C'est déjà la fin de notre débat. C'est passé trop vite, vous reviendrez. Je voulais dire que l'idée de récit est très intéressante, parce que effectivement aujourd'hui, ce qui se fait sur la consommation, sur la production, sur le capital, sur le système d'autorité, tout ça c'est complètement déconnecté. Il y a des discours, mais qui ne sont pas reliés. Voilà. Comment on invente ce récit qui donne envie. Merci beaucoup. Smart Ideas.
Smart Ideas aujourd'hui avec Inès Leonardozzi, bonjour. Bonjour. Vous êtes la CEO de Digital for the Planet, c'est une ONG qui lutte contre la pollution digitale. Inès, on peut vraiment lutter contre la pollution digitale alors qu'on a tous des smartphones à longueur de journée dans les mains? Oui, on peut lutter contre la pollution numérique. Il faut déjà comprendre qu'elle se divise en 3 parties. Il y a la fabrication des appareils électroniques qui représente la majeure partie de la pollution numérique environnementale. Ensuite, il y a les usages, effectivement, au quotidien. Et puis, il y a la gestion du recyclage qui n'est pas optimale. En fait, 20% des D3E, donc des déchets d'équipements électriques et électroniques, sont recyclés. Donc, c'est très peu. On a encore une grande marge de manœuvre. Donc oui, clairement, il y a beaucoup à faire pour lutter contre cette pollution. Justement, comment vous luttez, vous? Comment vous accompagnez le grand public sur ces thématiques-là? Chez Digital for the Planet, on est allé un peu plus loin dans l'étude de ces sujets. J'ai notamment théorisé la notion d'écologie numérique qui vient répondre à 3 pollutions. Donc la pollution numérique environnementale qu'on vient de citer, mais également la pollution numérique intellectuelle qui en fait décrit la manière dont le numérique vient altérer les compétences cognitives, l'intelligence au sens large des gens, des individus quand ce numérique est mal utilisé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a du temps de cerveau en moins, c'est ça, quand on est absorbé par son mobile, par exemple? Entre autres, il y a les effets sur notre sommeil. On sait que le sommeil est crucial pour être en bonne santé longtemps. Il y a les addictions, il y a les dépressions, l'hyperconnexion, notamment dans les milieux professionnels. C'est un sujet que j'aborde dans un livre que j'écris, qui a pris 3 ans vraiment de recherche pour savoir de quoi on parle et quelles sont surtout les solutions. Parce que c'est bien de sonner l'alerte, mais il faut essayer aussi de trouver des pistes de réflexion solides. Et puis, il y a la pollution numérique sociétale, la dernière notion que j'ai théorisée, qui est la manière dont le numérique, quand il est désincarné, c'est-à-dire quand il n'a pas d'autre but que lui-même, vient altérer l'ADN même du vivre ensemble. Et nous, ce qu'on fait sur ces 3 pans-là, c'est d'adresser à la fois les gouvernements. On travaille sur des projets de loi. On accompagne les gouvernements français, quelques-uns en Afrique, notamment sud-africains, aux États-Unis, en Allemagne, en Grande-Bretagne. On travaille avec les entreprises, on les accompagne pour changer de mentalité, comprendre que le numérique n'est pas une fin en soi, un moyen avec lequel il faut prendre du recul. Et surtout, et c'est là où moi en tout cas je m'amuse le plus, avec les citoyens. Donc on a des grandes actions en région où on va rencontrer tout public de 7 à 77 ans et on accompagne donc sur à la fois la pollution numérique environnementale, intellectuelle et sociétale, ou comment faire que le numérique soit une chose positive dans la vie des gens. Parce que l'idée, c'est pas du tout de décrier le numérique, d'en faire une espèce de pharmacon, de bouc émissaire, mais surtout d'en initier le futur. Voilà. Inès, comment on fait au quotidien? Vous avez des petits trucs à nous donner pour justement limiter notre pollution, nous, en tant que citoyens? Tout à l'heure, justement, vous disiez très justement, c'est compliqué de lutter quand on a tous des smartphones dans les mains. On s'est rendu compte pendant le confinement que les surusages, en fait, n'ont pas tant pollué que ça, puisque par ailleurs, on avait diminué complètement nos impacts carbone au quotidien, prendre la voiture, les transports en commun, etc. Ce qui va polluer le plus, c'est surtout, comme je le disais, les achats électroniques. Donc, ce qui a le plus impacté, pour le dire comme ça, la planète et faire le dire rapidement, mais de manière vraie, ce sont les personnes qui ont pris le temps d'acheter des nouveaux équipements, des écrans 15 pouces, des nouvelles télé connectées, un nouvel appareil électronique pendant le confinement ou ailleurs, plutôt que le surusage et la surconnexion qu'on avait au quotidien. Donc la première chose, c'est déjà de faire en sorte que nos appareils durent le plus longtemps possible. En fait, je préfère 1000 fois, pour le dire simplement, une personne qui poste 15 photos d'elle sur les réseaux sociaux plutôt qu'une personne qui me change de smartphone tous les ans. Et ça, c'est vraiment vrai. Ensuite, sur le plan intellectuel, il y a plein de méthodes. Par exemple, j'ai travaillé avec des scientifiques et des spécialistes de l'enfance pour travailler sur cette fameuse relation des enfants, des bébés aux écrans. Donc, alors, on a, oui, c'est difficile, etc., d'empêcher un enfant d'aller vers un écran, c'est vrai. En tant que jeune maman, je le sais. C'est vrai, on a l'impression que les enfants sont intuitivement doués avec les écrans. C'est faux. En fait, simplement que l'œil humain, et dès le plus jeune âge, est attiré par la lumière et le mouvement. Donc forcément, c'est la description, la définition même d'un écran. Ouais, c'est sûr. Mais une fois qu'on sait ça, on se rend compte qu'il y a des méthodes qui s'implémentent et des choses qui marchent très bien. Notamment ma méthode EQE que j'ai développée, qui est l'équilibre,
la qualité et l'échange. Donc c'est à la fois équilibrer le virtuel, la réalité. Ensuite, l'échange, en parler à chaque fois qu'il y a un contenu virtuel, en parler avec l'enfant, c'est-à-dire, là tu vois le carré qui roule, ça n'est pas possible dans la vraie vie. On est passé de la nuit, du jour à la nuit en 30 secondes, ça n'est pas possible non plus. C'est important d'en parler. Il y a une vraie éducation dès le plus jeune âge. Merci Donc, il y a plein de choses à beaucoup, faire. Inès. Je vous en prie. Inès Leonarduzzi, CEO de Digital for the Planet. C'est la fin de Smart Impact. On vous retrouve évidemment demain, Émilie, en compagnie de Thomas. Bonne journée. À demain.